Le désert des déserts. C'est le désert d'Arabie du Sud, un des plus grands déserts du monde. Toute cette partie qui jouxte le Yémen, le sultanat d'Oman et l'Arabie, on l'appelle le Rub al-Khali en arabe, ce qui veut dire le quartier vide, comme celui de la Lune. L'immensité, le climat, les tribus guerrières, depuis l'Antiquité en empêchent l'accès aux étrangers, aux Nasranis, aux chrétiens. Au siècle dernier, l'Empire anglais à son apogée se l'approprie politiquement et les fils de l'Empire fascinés par l'Orient veulent l'explorer, l'assimiler. Parmi les plus fameux, Doughty en 1850 atteint presque la Mecque après 1000 aventures. Puis Laurence bâtit sa légende. En 1930, Bertram Thomas, un autre Anglais, fait la première traversée du désert des déserts. Toutes ces aventures, ces récits, fascinent un jeune étudiant d'Oxford, alors âgé de 19 ans, Wilfred Thesiger. À 9 mois déjà, sa mère l'emmène dans une randonnée à chameau d'Addis Abeba à la mer Rouge. Son père était ambassadeur en poste en Éthiopie. Je pense que c'était quand j'avais 6 ans et que j'assistais à la rentrée de l'armée victorieuse dans Addis Abeba après la bataille de Ségali. Mon père, en tant qu'ambassadeur, était convié et je l'accompagnais avec ma mère et mon jeune frère. Nous assistions à la parade en face du Rastafari qui, plus tard, allait devenir l'empereur Haïlé Sélassié. Et c'était un spectacle incroyable. Les chefs vêtus de leurs robes magnifiques portaient leurs trophées en crinière de lion et des boucliers incrustés d'or et d'argent. La ville résonnait du roulement des tambours de guerre et des éclats de trompettes. D'innombrables bannières flottaient dans le vent. Puis les hommes de troupe arrivaient en dansant, les musiciens, tous saluant avec leurs épées, criant leurs exploits. C'est quelque chose qui m'a énormément impressionné et a probablement décidé de ma vie. Depuis ma petite enfance, ce que je voulais faire, c'était chasser le gros gibier et voyager parmi les tribus dangereuses dans des régions lointaines. En un mot, devenir explorateur. « 1939-1941, guerre mondiale oblige, Wilfred participe aux côtés des patriotes éthiopiens à la reconquête de l'Abyssinie envahie par Mussolini. Haïlé Sélassié recouvre son trône. Puis il rejoint le fameux SAS, le Special Air Service. 1943-1945, il sera rat du désert contre les forces de Rommel en Libye et l'un des rares survivants. Tout mon passé n'avait été qu'un prélude aux 5 années qui s'ouvraient devant moi. De 1945 à 1950, Wilfred Thesiger explore l'Arabie et traverse par 2 fois le désert des déserts avec ses compagnons nomades. Ses photographies, les cartes qu'il trace pour la Société royale de géographie et surtout le récit de ses aventures publié en 1959 révèlent au monde entier l'existence de ces tribus vivant au cœur du désert. Nul homme, après avoir connu cette vie, ne peut demeurer le même. Il portera à tout jamais gravé en lui l'empreinte du désert dont le nomade est marqué comme au fer rouge. Car cette terre cruelle possède un pouvoir d'envoûtement plus fort qu'aucune région clémente au monde. Comment avez-vous pu préférer le désert d'Arabie à cette magnifique région du Kenya? Le désert des déserts m'a apporté quelque chose qu'aucun autre endroit n'aurait pu me donner. D'un côté, c'était une région inconnue. Il y a la beauté de ses sables, de ces dunes géantes. Et puis il y avait bien sûr pour moi l'amitié des Bédouins.
Regardez ces nomades qui vivent ici, au milieu des animaux sauvages, toujours en mouvement. Et ils ont des chameaux qui sont parmi tous les animaux celui que je préfère. J'avais lu des choses sur eux quand j'étais petit et j'ai toujours voulu venir ici pour voir les Turkana, les Samburu et les autres. Et quand je l'ai fait, j'avais l'intention de passer une année avec eux, de les suivre, voyager en chameau. En fait, je suis encore là 30 ans après. Ici, au moins, c'est le genre de pays qui ne va pas changer. On le souhaite, oui. À moins qu'ils ne découvrent du pétrole, ce qui serait vraiment malheureux. J'espère toujours que ça n'arrivera pas. Ce qui a toujours compté pour moi, ce n'est pas tant l'endroit où j'étais que les gens que j'y rencontrais, les individus. J'ai réussi par exemple dans le désert avec Bin Kabina et Bin Rabaïcha ou dans les marais avec Amara et Sabaïti à trouver pratiquement une famille dans chaque port. J'ai toujours quelques amis anglais très proches quand je retourne là-bas. Depuis mes études à Oxford, ça fait près de 60 ans, je n'ai jamais passé plus de 4 mois par an en Angleterre. Vous avez l'art de vous adapter à toutes les situations. Oui, d'accord, dans un sens. J'essayais de vivre comme les Arabes, de me confronter avec le désert comme ils le faisaient. C'était ça qui était important. Je voulais vivre comme eux et qu'ils m'acceptent. Ce sont les cartes que j'ai faites durant mes 5 années passées en Arabie du Sud, à voyager dans le désert des déserts et tout autour. Là, c'est la côte méridionale. À l'époque, il n'existait pratiquement aucune carte de la région. Nous sommes partis de Salalah, ici, tout en bas dans le Dhofar, puis remontés jusque-là. Nous avons mis 14 jours pour aller d'un puits à l'autre, à traverser dunes gigantesques. Puis nous avons fait le tour par ici, et nous sommes redescendus de l'autre côté, en Oman. Je crois que le voyage a duré 5 mois, je ne me rappelle plus bien. En 1929, Bertram Thomas avait atteint Mokshin. Et c'était là, au seuil même du désert, qu'il avait vu ses projets contrecarrés par la tribu des Baïd Katir qui l'accompagnait. Il perdit de précieux mois avant de trouver d'autres guides. Premier Européen à vivre parmi les Bédouins, il avait su gagner leur respect par sa bonhomie, sa générosité et sa détermination. Il se le rappelait comme un bon compagnon de voyage. 16 ans plus tard, quand je vins à vivre à mon tour parmi eux, si je fus aussi bien accueilli, c'était en tant que membre de la même tribu que lui. Je recrutais certains de ses compagnons. Le Wali m'invita à faire leur connaissance. Ils étaient 8 à Science accompagnés lorsque j'arrivais. Tous étaient munis de poignards et bardés de cartouchières. Le Wali me présenta l'un d'eux. Voici Moussaline. Avec lui, vous ne manquerez pas de viande car c'est un chasseur renommé. Il portait une tunique d'une blancheur éclatante et un turban brodé. Nous sommes venus 2 fois ici avec l'anglais. Nous avons fait halte au pied de cet arbre. La première fois, nous sommes partis d'ici en direction de Gernal Sarma, puis Al-Geiza et retour. Le voyage a duré 2 mois. La deuxième fois, nous sommes allés de ce côté-là. Il y a beaucoup d'arbres dans la vallée.
Tous les gens de passage séjournent à l'ombre des arbres. Le matin, on se met dans l'ombre du matin. Ensuite, on suit l'ombre, au fur et à mesure qu'elle tourne, jusqu'au soir. Une autre fois, nous sommes restés sous cet arbre une dizaine de jours, parce que l'un d'entre nous s'était cassé la jambe en tombant de son chameau. On parlait de la région du Ramlat al-Rafa, de Ranim, d'Al-Dafra et Al-Jiwa. On a appris qu'il était tombé de la pluie là-bas, et l'Anglais voulait y aller pour voir les gens et les sauterelles. Il a demandé qui pourrait le guider dans ces endroits. J'ai dit que je le guiderais jusqu'au Ramlat al-Rafa et au désert de Ranim. Mohamed Al-Aouf a dit qu'il le guiderait vers Al-Dafra et Al-Jiwa parce qu'il était né dans cette région. Il y avait 4 chameaux à moi dans ce voyage. L'un était monté par l'Anglais, l'autre par moi, et les 2 autres portaient l'eau et les vivres. Et c'est moi qui avais tout organisé. Sur toute la côte d'Arabie, depuis des millénaires, on sèche le poisson pour en nourrir les hommes et les troupeaux. Autre compagnon fameux de Wilfred Thesiger pendant ses voyages, Bin Rabaïcha est descendu du désert, à 500 km de là, pour approvisionner ses chameaux. Le voyage que nous avons fait autrefois, c'était le temps des tribus. C'était dur, très fatigant. Il fallait que chacun soit capable de prendre des décisions très rapides face à chaque situation. La caravane est partie de Salalah. Nous avons franchi la montagne par le Wadi Ayoun et le Wadi Alouf. Puis nous sommes redescendus vers Malet et la route de Chassan. Nous étions 24 de la tribu des Baïd Katir. En chemin, nous avons trouvé 3 hommes de la tribu des Rachides, dont l'un était Salim bin Kabina. Je fis la connaissance de Salim bin Kabina, plus connu sous le nom de bin Kabina tout court, c'est-à-dire fils de Kabina. Âgé d'environ 16 ans, il mesure à peu près 1,65 m. Dégingandé, il marchait à grandes enjambées, penché en avant un peu à la manière des chameaux. C'est inhabituel chez les Béninois qui font des petits pas et se tiennent très droit. Ses longs cheveux lui tombaient sans cesse dans les yeux. Quand il faisait la cuisine ou quoi que ce soit d'autre, il les rejetait en arrière d'un geste impatient de la main. Il ne cessait de découvrir ses dents d'une blancheur éclatante car il riait et parlait constamment. Ils sont arrivés à la mi-journée près du point d'eau où on attendait tous les 3. L'Anglais était avec ses guides. Moi, j'étais venu changer un chameau, dans l'espoir de me faire un peu d'argent. J'avais environ 16 ans. J'avais perdu mon père et nous étions très pauvres. Ils ont préparé du thé et du café. Le chrétien a demandé « Est-ce que ce garçon veut venir avec moi ?» Il a dit que je pourrais l'aider à ramasser les plantes et les sauterelles qu'il voulait étudier, à les mettre dans ses flacons. Le Salim bin al-Kamal m'a conseillé d'aller le trouver. Moi, je ne voulais pas. J'avais peur. C'est Musalim qui est allé lui parler. Le chrétien lui a encore dit « J'ai besoin de ce garçon, il me sera précieux. Il n'a qu'à se trouver un chameau, je le paierai 2 rials par jour, alors qu'il en donnait 4 aux adultes. S'il travaille bien, je lui donnerai 4 rials, ou davantage. » Et finalement, il m'a donné bien plus que mon salaire. En voisin et toujours ami, Bin Rabaïcha rend visite à Bin Kabina.
Les Rachides qui errent des frontières de l'Hadramaout au golfe Persique ne sont guère plus de 300. Et le nombre des Baïd Katir s'élève à 600 environ. Mais ces Arabes sont certainement les plus authentiques de tous les Bédouins, les moins exposés à l'influence du monde extérieur. Ils étaient vêtus de longues tuniques et de turbans teints en brun roux avec la sève d'un arbuste du désert. Ils portaient leurs vêtements, même s'ils étaient en haillons, avec une extrême distinction. De petite taille, adroits, vifs, attentifs à tout, ils avaient des corps minces et vigoureux, d'une incroyable endurance. En les regardant, je constatais qu'ils étaient étonnamment alertes, pleins d'énergie et de vitalité contenue. En rencontrant les Rachines, je savais que j'avais trouvé les Arabes que je cherchais. En allant là-bas partager la vie des Bédouins, je ne voulais aucune espèce de concession. Je voulais vivre à leur manière. Au début, ils essayaient de me faciliter les choses. « Vous devez être fatigué, me disaient-ils. Montez donc sur le chameau. » Je protestais. « Pour l'amour du ciel, laissez-moi faire à mon gré. » C'était une entreprise très dangereuse de voyager avec le chrétien. C'est pourquoi je lui ai changé son nom. Je l'ai appelé Umbarak, l'élu de Dieu. Si les gens des autres tribus avaient su qu'un Anglais était avec nous, ils seraient venus le tuer, nous tabasser et nous dépouiller. Nous l'avons fait passer pour un cheikh du Nord en visite chez nous. Nous lui avons donné ce nom et nous l'avons fait savoir dans tout le désert. Pendant que nous faisions la prière, il s'éloignait comme pour aller se détendre, et puis il revenait quand nous avions fini. Il était habillé en bédouin, il parlait l'arabe, personne ne pouvait savoir qu'il était anglais. C'était un mode de vie où l'on ne possédait rien. Le peu de choses dont j'avais besoin tenait dans mes sacoches. Plus on a de possessions, je crois, plus on perd sa liberté. Ils avaient leurs chameaux, leurs fusils, leurs poignards, une marmite et 2 ou 3 objets de ce genre, et voilà tout. Ils avaient besoin de se sentir libres. Tu sais, je voulais faire saillir ma chamelle. Mais voilà, c'est pas le mâle que j'avais choisi qui s'est présenté. Celui qui s'est approché, il était horrible à voir. Horrible. En fait, il avait l'air d'une bête à Bin Saadna, c'est tout dire. Avec une allure pareille, c'était un chameau errant. Enfin, je crois bien. Une bête affreuse. Alors tu l'as ramené ta chamelle? Moi je l'aurais frappé pour la faire partir. Écoute, Salim, tu comprends, le chameau est venu sur moi. Je ne pouvais rien faire. La chamelle est trop lourde. Les chameaux étaient au centre de leur existence. Pour tous les nomades, Touaregs ou autres, il n'y avait rien de plus important que leurs chameaux. Le bien-être de leurs chameaux, ils avaient une véritable affection pour leurs chameaux. À l'automne, au sortir des terribles chaleurs de l'été qui les obligeaient à rester autour des puits, ils poussaient des pointes dans le désert pour voir s'il avait plu, s'il était apparu de la végétation. Une bonne averse, un bon orage dont les eaux pénètrent le sol profond comme l'avant-bras, fait sortir la verdure là où il n'est pas tombé une goutte depuis 20 ans. Aussitôt, hommes et adolescents y amenaient leurs bêtes et ils pouvaient séjourner là-bas pendant 6 mois sans rien à manger. Rien à boire d'autre que du lait de chamelle. Umbarak raconte que vous parliez à vos chameaux, que vous composiez des chansons pour eux. Voilà, ça fait longtemps. Peut-être bien. Vous vous rappelez de ces chansons? Vous pourriez nous la chanter? Il y a des gens qui improvisent comme ça quand ils sont sur leur chameau. Et moi aussi, ça m'arrive.
Durant ces longs mois, nous avions soif en permanence et nous ne trouvions à boire que de l'eau saumâtre. Comme nourriture, un peu de farine qu'on façonnait ainsi en galettes, durcies au contact de la braise, puis cuites sous la cendre. C'est à peu près tout ce qu'on avait. Nous pouvons rester 6 ou 7 jours sans boire ni manger. Moi, une fois, je suis resté 7 jours et 7 nuits au début de l'été, je cherchais mes chameaux. 7 jours je suis resté. Je n'ai pas bu une goutte, rien avalé. Sur mon chameau, je suis arrivé à un campement, j'ai mis pied à terre, j'étais sur le point de tomber d'épuisement, de faim, de soif. Mais je ne suis pas tombé. Une de leurs femmes a couru me chercher de l'eau pour me donner à boire. Mais son mari a crié « Non, 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 ne lui donne pas !» Si j'avais bu d'un coup, ça pouvait me tuer. Il lui a dit « Va faire chauffer de l'eau et donne-lui petit à petit. » Tiens, coupe-nous la pastèque en tranches. Imaginez comme la vie était dure au long de nos voyages. 2 fois, lors d'un parcours de 16 jours, un autre de 14, d'un puits à l'autre, nous transportions nos trous dans des outres en peau de chèvre. Je me rappelle que je leur regardais s'écouler goutte à goutte comme une blessure d'où le sang s'écoule. اللي ابغى عده هنا ولا ندبح هذول المطايا بس انا نقول فيها عاد حتى لا عاد عليكم بعد تقول بن منيف هنا الوعد ما بيه عنده فكرت ما بيه. Les coutumes n'ont pas tellement changé. Un grand cheikh passe chez Bin Kabina pour essayer de régler un conflit provoqué par une parole déplacée d'un de ses jeunes voisins. Si le jeune homme ne présente pas des excuses en faisant don de plusieurs chameaux à la famille offensée, le conflit peut dégénérer et devenir une sanglante vendetta. كثير كله حق إذا صغار خزوة ها إذا صغار خزوة عاد كيف من ياخذ الحين ما حط أحد ما عاد حط على بني من جوا من الجيب ما عاد حط لكن الناس دينين غير بعض رايح 4 رايح سيد علي وسيد La caravane tombait quelquefois sur un groupe de gazelles. Au moment où elles se sauvaient devant les chameaux, je faisais feu. Je pouvais en tuer 2, 3, 4, jusqu'à 7. Ça faisait plein de viande, on pouvait même en distribuer à d'autres gens. J'avais un fusil donné par Mbarak, un fusil moderne, qui visait bien. C'est étonnant ce qu'il paraît lourd. Eh non, je ne trouvais pas si lourd autrefois. Bon fusil. Aujourd'hui, on s'est horrifié, mais vous savez qu'en 5 ans au Soudan, j'ai tué une bonne 50aine de lions. C'est qu'à cette époque, on considérait les lions comme de la vermine là-bas, et on avait le droit d'en tuer autant qu'on voulait à Koutoum, au nord du Darfour. Il y avait très peu de gibier, mais plein de lions qui dévoraient les troupeaux des tribus locales. Quand un lion avait tué une de leurs vaches, l'honneur exigeait qu'ils aillent tuer le lion.
À la différence des Maasai, ils n'avaient pas besoin de bouclier, rien qu'une lance. Ils poursuivaient le lion à cheval, l'amenaient à bout de résistance dans les broussailles, l'encerclaient et le transperçaient de leur lance. Et beaucoup de gens mouraient, je suppose. C'est un fait. 47 victimes chez les Bénuïcènes en 5 ans. J'y allais avec eux, c'était très excitant de triompher du lion. Ce devait être notre dernier repas avant que les autres ne reviennent d'Al-Jiwa 3 jours plus tard. Ces 3 jours et ces 3 nuits furent interminables. Le premier jour, ma faim se traduisit par une sensation de vide familière, mais plus lancinante qu'à l'accoutumée. Je me veillais dans l'aube grise, tenaillé par une faim irrésistible, mais je finis par découvrir qu'en m'allongeant sur le ventre et en m'appuyant fort sur l'estomac, j'éprouvais une sorte de soulagement. Je somnolais, et c'était de nourriture que je rêvais. Je m'éveillais, c'était encore à la nourriture que je pensais. J'essayais de lire, mais j'avais du mal à me concentrer. Je me gorgeais littéralement d'eau, et cette eau amère dont je n'avais aucune envie me donnait la nausée. Enfin, le soir arriva. Nous nous réunîmes autour du feu en répétant « Demain, ils seront de retour ». Et nous nous mîmes à songer aux provisions que Bin Kabina rapporterait à la chèvre que nous mangerions. Mais le lendemain traînait en longueur et au coucher du soleil, il n'était toujours pas revenu. Oui, c'était un voyage très dur. Nous affrontions bien des épreuves. Un jour, en arrivant à Tamoud, nous avons trouvé un feu qui fumait encore, laissé par des bandits. À étudier leurs empreintes, nous avons compté qu'ils étaient 110. Sans mentir. Ils venaient juste de partir. S'ils nous avaient affrontés, ils n'auraient pas eu le dessus. Aïe, je me suis brûlé le pied. Nous étions mieux armés. Nos fusils étaient toujours prêts à tirer. Le lendemain du jour où nous avions quitté les autres, j'annonçai à mes compagnons que je leur offrais ces armes et promis à Alaof qu'il pourrait choisir le meilleur des fusils qui me restaient dès que nous serions de retour à Salalah. Bin Kabina m'avait déjà confié qu'il avait l'intention lui aussi d'acheter un fusil avec l'argent que je lui donnerais. Et voilà qu'il possédait désormais le plus beau fusil de la tribu. La plupart des hommes, je crois, trouvent une excitation à se battre, à tuer. On a peut-être refoulé cet instinct dans les sociétés dites civilisées, mais je crois qu'il est toujours là. Quand la guerre a éclaté, je crois que l'excitation prédominait chez ceux qui partaient se battre, tuer. Même les gens les plus civilisés. Il y a sans doute le désir latent de se mesurer à l'épreuve du combat. Right, come on. Lead it back. When, for instance, you came across things which to most people reading your books would sound. Vous avez été témoin de choses assez effroyables. Dans vos livres, par exemple, vous racontez comment les Danakil, ces guerriers qui vivent à la lisière de la Somalie et de l'Éthiopie, châtraient leurs ennemis pour les motifs les plus futiles et accrochaient les trophées en breloques à leur ceinture. Ça ne vous choquait pas? Non, pas du tout. Pour moi, c'était leur affaire. Je n'avais pas une vocation de missionnaire pour aller les convertir et les empêcher de se conduire ainsi. C'était la chasse. Ils tuaient l'adversaire comme on irait tuer un lion. Autrefois, les tribus se combattaient. La vie était très dure, mais c'était la vie des tribus, on s'en arrangeait. Si on était le plus fort, on pouvait tuer son voisin pour dépouiller. On lui coupait la tête, on s'emparait de ses biens. C'était le temps de la famine, qui ne connaît pas la loi. C'est le passé. Dieu soit loué, qu'il donne longue vie au sultan Qaboos.
car il a rempli le ventre des pauvres comme des riches. Nous étions partis de Mukshin, de l'Arbumbarak dont nous parlions. Nous avons traversé le pays des Baït Katir. Ils nous ont quittés, 9 d'entre eux. Nous sommes restés à 4. Mushalim, Mabkaot, Alaouf et moi, avec le chrétien. Nous nous enfoncions dans le Rub al-Khali, le désert immense comme le ciel. Le soleil arrivait au zénith, il faisait très chaud. Nous avons décidé de nous reposer. Voilà qu'un homme a surgi. Il cherchait une chamelle. Il était dans le creux entre 2 dunes et nous étions en haut. Il examinait les traces de chameaux qui venaient de l'est et qui allaient par là. Il nous voyait, les chameaux et nous qui étions à plat ventre pour l'observer, à l'abri des buissons. Il nous a contournés et il a disparu entre les dunes, au loin. Nous nous préparions à repartir, après la prière. J'étais sur mon chameau, le chrétien aussi. Musalim et Mabkaot guidaient le leur vers le bas de la dune. Ils tenaient leurs fusils, comme ça, appuyés sur le cou. Brusquement, on a découvert que l'homme était là qui nous visait du haut de la dune. Il a crié « Qu'à vous, bandits, vous êtes cernés !» Alors, on a sauté à terre et on s'est dispersé. Le chrétien a fait baraquer son chameau. Il a essayé de le mettre à l'habit pour prendre son fusil. Il voulait réfléchir à ce qu'il fallait faire pour nous tirer de ce mauvais pas. À ce moment-là, Alaouf, qui était le plus près de l'homme, s'est écrié « Mais tu ne serais pas Ahmed bin Sanna? C'est moi, Mohamed Alaouf. Sois le bienvenu. » L'autre s'est approché. Nous nous sommes aperçus que c'était un ami. Et lui qui nous avait pris pour des voleurs. On croyait que c'était avec un fusil qu'il nous visait. En fait, ce n'était qu'un bâton, une petite branche. Vous identifiez ces traces? Oui, ça, c'est une femelle. C'est la chamelle Amin Dafna. Celle-ci est Mahater, celle-là Mitem. C'est-à-dire? Une noire, une rose. Chaque fois que nous abordions la région des Grands Sables, tout en marchant à la Alaouf, les mains tendues en avant, paume en l'air, récitait des versets du Coran. J'étais heureux de la compagnie de ces hommes qui avaient choisi de m'accompagner. J'aimais leur manière de vivre, mais je ne me leurrais pas au point de croire que je puisse jamais être un des leurs. Ils étaient bédouins. Je ne l'étais pas. Ils étaient musulmans et j'étais chrétien. Je me rappelle que l'un d'eux m'avait un jour demandé « Pourquoi n'embrasses-tu pas la religion musulmane? Tu deviendras alors vraiment un des nôtres? Que Dieu me protège contre le diable. » Et tous s'étaient mis à rire. I mean, there were occasions when
Lorsque nous avancions à travers le désert, mes compagnons voulaient éviter que les gens des autres tribus découvrent ma présence. Ils ne pouvaient pas vraiment me faire passer pour un arabe parce que j'étais trop grand. L'empreinte monstrueuse de mes pas allait me trahir, disait-il. En apercevant un campement, nous avons voulu faire un détour. Et voilà qu'un homme est arrivé en courant. « Pourquoi vous écartez de nos tentes » criait-il. « Oh, c'est que nous sommes pressés, avons-nous dit. »« Non, non, il faut que vous veniez » insistait l'autre. « Je vous donnerai de la viande et de la graisse. » Il allait tuer pour nous un jeune chameau. Pas d'excuse qui tienne. Il s'est emparé des rênes d'une de nos montures. « Si vous ne venez pas, a-t-il déclaré, je vais divorcer. » Le serment du divorce. Nous ne pouvions pas lui faire ça. Nous sommes donc allés chez lui. Il a tué un chameau pour nous et nous a donné des vivres qui auraient pu nourrir sa famille pendant toute une semaine. Quand nous sommes partis au matin, il m'avait presque convaincu que c'était nous qui lui avions fait plaisir. Ce sont des gens extraordinaires. Ils ont adopté l'automobile maintenant en Arabie. Personne ne monte plus à chameau, sauf pour les courses organisées assez ridicules. La vieille génération des Bédouins a préservé ses coutumes et vit dans le désert comme par le passé. Mais les enfants vont abandonner tout ça. Ils vont aller travailler dans les communications. Et on verra inévitablement leurs qualités les plus rares s'éteindre dans une certaine mesure. Depuis une vingtaine d'années, vous vivez dans le nord du Kenya, où il y a encore des tribus nomades. Croyez-vous qu'il y a un avenir pour les nomades qui veulent le rester? Non, je ne crois pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle nomade. Moi, je pense par exemple aux Bédouins du désert d'Arabie. Quand ils commencent à se déplacer en voiture, à ne plus se servir de leurs chameaux, ça signifie qu'ils ne sont plus des nomades. Je crois qu'un des pires désastres qui a frappé l'humanité, c'est l'invention du moteur explosion. Même à l'époque de mes études à Oxford, j'avais compris en tout cas que l'automobile et l'avion allaient réduire notre planète et la priver de toute sa diversité. Et c'est ce qui est arrivé. Itu kalau tuman magar to adai kuna hatarak sana ka dah Depuis quand conduis-tu? Moi, depuis mes 9 ans. Il a commencé, il avait 7 ans. Tu as quel âge maintenant? Moi, j'ai 10 ans.
نزل في السيارة الحين سوق يلا ركبوا اضربوا من تحت. حياتنا هذا الحين الحمد لله حياتنا زينة. سمعت؟ الزيد ويد. La vie actuelle est facile. On a la nourriture en abondance, l'eau est proche, nous avons des camionnettes, des autos. Si l'eau douce est loin, on peut la chercher en voiture. Vous avez un revenu satisfaisant? Non, on ne peut pas dire. On a très peu d'argent. Mais vous avez des rentrées, les chameaux ça rapporte. Nous touchons un salaire du gouvernement, mais le revenu des chameaux est très bas. Personne n'achète plus de chameaux. Le gouvernement nous a acheté 2 chameaux à chacun l'été dernier, à 500 rials la tête. On n'en a pas vendu depuis. Quand on essaie de vendre un chameau à quelqu'un, il répond « Et toi, tu ne veux pas m'en acheter un? Je te le vends. » En 1950, après ces 5 années d'exploration de l'Arabie dans tous les sens, ma présence gênait. Et j'avais l'intime conviction que je venais d'effectuer mon dernier voyage dans le désert des déserts. On admettait difficilement que je puisse y voyager, notamment les sociétés pétrolières américaines et le gouvernement saoudien qui m'avaient fait prendre en chasse plusieurs fois.
Pourtant, je n'avais ni intérêt politique, ni économique. J'avais trouvé dans ce lieu incomparable tout ce que je cherchais. Jamais je ne me suis senti aussi humble que parmi ces bergers illettrés qui possédaient, à un degré infiniment plus élevé que moi, générosité et courage, endurance, patience et gaieté. Sans tous ces interdits divers qui émergeaient, j'y serais resté toute ma vie. Et quand j'en partais, j'ai eu l'impression de me rendre en exil. Il aura fallu presque 50 ans pour qu'on se retrouve tous à Mascate en Oman. Enfin avec ceux qui restent. Il y avait Bin Kabina, Bin Rabaïcha, les deux Moussalines et le fils de Sultan. C'était en octobre 91. C'était pour l'exposition de nos photos des différents voyages. C'était pour la parution de mon livre « Le désert des déserts », enfin traduit en arabe. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Nous, ça nous donnait le pouvoir de faire quelque chose, et c'était vraiment utile. Utile pour Mbarak, pour nous et pour le pays au-dessus de nous. Même les pays étrangers ont tiré profit des cartes d'Mbarak. Ce n'était pas facile à faire. C'était une grosse entreprise. Nous n'avions pas l'éducation ou la formation nécessaire. Mais nous savons que c'était un travail très important. Pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. ايش رايك في الموضوع هذا انت؟ الموضوع صح هذا صدق سالم. Ce qu'il a dit est vrai. N'étant pas instruits, nous ne savions pas exactement ce qui se passait, mais nous avons compris un peu à chaque fois. C'était le meilleur voyage fait par les Bédouins. Maintenant encore, il est utile aux gens, de toutes conditions. Tout le monde s'y intéresse. C'est un souvenir que vous aimez? Comment? Je l'adore. J'en rêve encore dans mon sommeil. C'était vraiment un voyage extraordinaire. Nous avons vu beaucoup de choses. On a eu peur, on a eu faim, on a eu soif, mais aussi plein de bons moments. Nous avons rencontré des tribus que nous ne connaissions pas. Nous avons pénétré dans des pays inconnus de nous. C'était passionnant. Pour moi, ces voyages étaient un retour vers le monde ancien. Ce monde a maintenant disparu pour de bon et je suis un privilégié de l'avoir connu. Il y avait le défi du désert, toutes les épreuves. Il y avait les dunes immenses, leur splendeur. Il y avait aussi le fait qu'en menant cette vie-là, j'étais très proche de mes compagnons. Et la relation que nous avions changeait tout. Sans eux, le désert m'aurait été aussi indifférent que l'Antarctique. القمر